Je vais vous citer ce qu'explique Gabriel Lombardi du concept de vérité mathématique objective selon Gödel, et de la manière dont Gödel aurait pu utiliser ce concept et dont il le biffe, et dont il le rature dans sa propre pensée. C'est très intéressant, c'est passionnant parce que Gödel va être évidemment une référence aussi majeure chez Badiou. Et on va voir la différence entre un Badiou, un ego, et un génialissime Gödel, Kurt Gödel. Voilà comment explique Gabriel Lombardi. Dans les systèmes formels étendus que Gödel a étudiés, il rencontra la situation suivante. 2 points. Il y a des propositions non déductibles dans le système, bien que vues de l'extérieur, elles soient intuitivement vraies. Conscient de la place que tient l'intuition dans la mathématique, par opposition au raisonnement mécanique qui est aveugle, il y a donc dans la mathématique une grande part d'intuition qui est très différente du raisonnement mathématique. 1 plus 1 égale 2 qui est aveugle. Au lieu de les écarter, Gödel admit que la contradiction existe. 2 points. Une proposition non démontrable en un vaste système logico-formel peut en même temps être vraie en dehors de lui. Écoutez bien, parce que le mot à mot, là aussi, est très important. Il y a donc un dehors du système logico-formel. Et quelque chose qui peut être vrai en dehors de lui, alors que c'est indémontrable à l'intérieur même de ce... Ça, c'est une position, si vous voulez, qui est classique et qui est la position de tous les plus grands mathématiciens du XXe siècle. Que va distordre et que va entourlouper et que va embrouiller et que va souiller Badiou. Je continue. Texte de Gabriel Lombardi sur Gödel. Gödel s'éloigna du cercle viennois sans avoir rien pris. Par contre, il se sépara autrement de la position de Hilbert, mettant en évidence qu'en vertu du théorème d'incomplétude de 1931, donc le théorème d'incomplétude, qui est un des plus fameux théorèmes de Gödel, la notion de vérité ne coïncide pas avec la déductibilité formelle. Il prouva que cette dernière, la déductibilité formelle, donc, n'a pas nécessairement le dernier mot, car ce n'est pas tout ce qui est vrai en mathématiques qui est exprimable en un seul système logico-formel, aussi large qu'on le conçoit. Ce n'est pas tout ce qui est vrai en mathématiques qui est exprimable en un seul système logico-formel, aussi large qu'on le conçoit. Il y a donc des choses qui sont vraies en mathématiques et qui ne sont pas exprimables dans le système, depuis l'intérieur de ce système logico-formel. Or, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas cela que Gödel écrit, continue Lombardi, ou plutôt, il l'écrit et ensuite, étonnamment, dans le même article, parce que tout ça est affirmé par Gödel dans un article, il le supprime. Il écrit quelque chose qui est une pensée très profonde sur ce qu'est et ce que n'est pas la vérité dans le système logico-formel de la mathématique et à quel point elle peut avoir en mathématiques un rôle extérieur, un rôle d'extranéité, un rôle d'étrangeté, un rôle de grand autre, finalement. Donc on voit à quel point c'est proche aussi de ce qu'était en train de dire Lacan. Or, Gödel l'écrit et dans le même article où il l'écrit, il le supprime. C'est pour ça que le texte de l'étude qui date de 2006 de Gabriel Lombardi s'appelle « Le retrait de la vérité chez Gödel ». Alors, je vais ouvrir maintenant une parenthèse. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Vous imaginez bien, je ne suis pas mathématicien et je dois même dire que les mathématiques ne m'intéressent pas et que les matheux ne m'impressionnent pas. Ce sont, pour la plupart, des techniciens jargonneux, comme d'autres, qui, à de rares exceptions près, les matheux, les forts en maths, les badiou, n'ont aucune idée de ce que penser et créer veulent dire. Et les meilleurs d'entre eux, aujourd'hui, les mathématiciens les plus techniquement les plus forts aujourd'hui, répandent sur le monde la dévastation du high-speed trading, un grand giclée d'algorithmes abscons et obscurs, comme l'âme de leurs concepteurs. Les plus grands mathématiciens aujourd'hui en termes de virtuosité non créative, ce sont des crapules qui sont en train de ravager le monde en fournissant des algorithmes que personne ne peut comprendre et qui sont extrêmement complexes et qui permettent à la finance de boursicoter à la vitesse de la lumière et sans que plus aucun humain n'intervienne et ne serve d'intermédiaire. Ils sont responsables de l'inhumanité, du gouffre d'inhumanité, les mathématiciens aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, qui collaborent avec le high-speed trading, ils sont responsables à un niveau extrêmement élevé du ravage du monde aujourd'hui, du ravage de la planète et du génocide en cours. Il faut le comprendre, il faut le savoir.
Si j'oppose ici Gödel à Badiou, c'est pour mieux montrer qu'on ne pense jamais depuis un pur non-lieu, même en mathématiques. C'est pour ça qu'il m'intéresse, Gödel, d'abord parce que c'est un pur génie, et que moi, les génies m'intéressent, quels qu'ils soient, y compris lorsqu'ils sont des génies en mathématiques. Mais la différence entre un Gödel et un Badiou, c'est que Gödel montre qu'on ne pense jamais depuis un pur non-lieu, même en mathématiques, et qu'en l'occurrence, dans le cas de Badiou, le lieu souillé de ontologie d'un Badiou invalide toutes ces élucubrations dogmatiques rigoristes, qui sont précisément jamais celles des plus grands génies en mathématiques. Badiou ne s'exprime jamais comme s'exprime. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Moi-même, je ne suis pas mathématicien et ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas vous dire que je comprends les théories et les théorèmes de Gödel. Mais vous écoutez parler un Badiou des mathématiques et vous écoutez parler un Gödel, ou vous lisez un texte sur Gödel parlant des mathématiques, ou quel que soit le plus grand génie en mathématiques, et on entend deux timbres de voix radicalement contraires et différents. Et le lieu de Badiou, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est l'entourloupe, c'est la rodomontade, c'est la souillure. J'en ai donné déjà de nombreux exemples, je vais en donner encore aujourd'hui, y compris à propos des mathématiques. Et c'est d'autant plus aisé à repérer ce lieu souillé et mensonger de Badiou qu'il bavasse beaucoup et qu'il livre toutes les clés de sa si peu compliquée psyché dans ses livres, dans ses conférences, dans ses lectures. Il bavasse beaucoup et il bavasse surtout sur Trump, sur Sarkozy, sur l'amour, sur les Juifs, sur les mathématiques, sur Parménide, sur Malebranche, sur Heidegger. Il est très bavard. Il est très bavard depuis que les grands philosophes français des années 60 sont morts. On l'avait dit la dernière fois. Par exemple, il expliquait en 2017, je vous ai montré la vidéo, c'est pas moi qui invente, qu'il avait décidé de traduire dans La République les mots, c'est intéressant pour voir quel est son rapport à la vérité, puisque je vous dis que son lieu, le lieu de honte et le lieu de souillure de Badiou, c'est le mensonge. L'idée dans les mots agatou idea, qui sont une notion qui apparaît dans la République de Platon, agatou idea, qu'on a traduit par l'idée du bien. Lui, il a décidé de le rendre, dans sa traduction, qui est une farce, évidemment, par vérité. Et pourquoi a-t-il décidé? Il explique tout ça. Je vous ai mis la vidéo où il l'explique en public la dernière fois. Parce que, dit-il, c'est mon jargon à moi. Il faut quand même se servir au passage. Et puis parce que c'est ça que, selon moi, au fond, ça veut dire. Agatou idea, qui est traduit depuis des siècles par l'idée du bien, lui décide que ça devient la vérité. Parce qu'il faut bien se servir au passage, dit-il. Je vais y revenir. En tout cas, si les mathématiques ne m'intéressent pas, j'ai là comme ailleurs, comme en art, comme en littérature, ou comme dans la vie d'ailleurs, une affection pour les purs génies. Et c'est pour ça que je ne peux qu'apprécier un Kurt Gödel, qui me touche tellement, parce qu'en plus, il se trouve de surcroît qu'il est né un 28 avril 1906, donc ça me touche beaucoup, Kurt Gödel. Et qu'est-ce que j'aime tant chez un Kurt Gödel, dont je ne connaissais rien avant de préparer ce séminaire? C'est précisément ce qu'on ne trouve jamais chez un Badiou qui se sert au passage. Lorsqu'il traduit par le mot vérité une expression en grec qui n'a strictement rien à voir avec le mot vérité, il dit « je me sers au passage ». Eh bien, Kurt Gödel ne se sert pas au passage. En outre le génie absolu d'un Kurt Gödel, que n'a évidemment pas Badiou, il y a chez Gödel, on a commencé de l'entendre dans les quelques lignes que j'ai citées, qui ne sont pas de moi, de Lombardie sur Gödel, il y a une grande intuition de la fragilité et de la fugacité même de ce que les humains tiennent pour le plus assuré et irréfutable. Par exemple, la vérité en mathématiques. Je vais citer ici, pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire, une très magnifique conception de la poésie que se fait mon ami Karen Maribert, qui est écrivain, et qui a rendu public il y a quelques jours, il y a peu de temps, un très beau texte d'elle concernant la poésie et le rapport de la poésie au délaissement, appelons-le comme ça. Vous allez voir. Voilà ce qu'écrit mon ami Karen Maribert. La poésie, en ce qui me concerne, c'est un état. C'est un état avant d'être un langage. Et je reste persuadé qu'on ne l'atteint pas sans avoir traversé, dans sa vie, un moment où l'on est forcé de renoncer à tout. Un moment où il n'est plus possible de se dire qu'on maîtrise les choses et les événements. Encore moins les êtres, si on avait cette prétention, ce moment où tout nous échappe et où l'on échappe aussi à soi-même. Cet état est aux antipodes de cette expression qu'on entend aujourd'hui à tout bout de champ et qui est d'ailleurs l'expression favorite de notre président, on ne lâche rien. Quand je l'entends dans la bouche de quelqu'un,
Je vois un chien qui grogne à l'intérieur de cette personne, les crocs serrés autour de son os. J'attends les aboiements. Fin de la citation de Karen Maribert. Eh bien, Badiou, précisément, ça ne lâche jamais rien. Toute sa carrière en témoigne, et il n'a toujours pas lâché Mao aujourd'hui, par exemple. Alors qu'un grand poète des mathématiques, au contraire, ça laisse aller. C'est la Gelassenheit au sens aussi de Heidegger. Wittgenstein, délaissant sa fortune, se délestant de sa fortune. Alexandre Grothendieck, délaissant la société, au point que de manière un petit peu vulgaire, il le compare à Rimbaud, Badiou. Grigori Perelman, délaissant les honneurs, les médailles et les salaires. C'est des grands génies mathématiciens vivants aujourd'hui. Grigori Perelman, c'est un génie absolu des mathématiques. Le type, c'est un juif russe qui vit avec sa mère juive dans le même appartement depuis 50 ans, qui a refusé tous les honneurs. On lui a décerné, qui a trouvé des solutions à des problématiques que tout le monde cherchait, d'Henri Poincaré, je ne sais qui, qu'il a résolu d'une manière absolument foudroyante, qui a foudroyé tout l'univers des mathématiciens, et qui a refusé l'argent qu'on lui donnait, les médailles qu'on lui donnait, les prix qu'on voulait lui donner, et qui a passé des heures dans le silence, des années dans le silence. Il y a un journaliste qui vient l'interviewer, dit que pendant l'interview, il se met à regarder le plafond, et là, dans sa pensée, ça dure des heures. Il dit que c'est un peu bizarre pour un journaliste d'être face à un type comme ça. Là, c'est quelqu'un qui est dans le délaissement. Vous voyez, comme on est loin d'un Badiou Babassan. Ça, c'est des vrais grands génies. Ou un Kurt Gödel, donc, qui délaisse, comme je vous l'ai montré, ou qui plutôt rature la vérité. Alors, revenons un petit peu sur le cas d'un Kurt Gödel. Ce n'était pas un juif. Beaucoup de très grands mathématiciens sont juifs au XXe siècle. Là, ce n'était pas un juif, mais il a quand même dû fuir le nazisme dès l'Anschluss, donc dès 1938, à cause précisément de ses relations avec ses professeurs juifs. Par exemple, comme il y avait un professeur, Hans Hahn, qui était son tuteur de thèse. Et il avait énormément d'amis juifs, évidemment, dans le milieu des mathématiques. Il y avait beaucoup de juifs. Alors, du coup, il est mis par les nazis sur la liste noire, Gödel. Il perd son emploi, on est en 1938, enfin jusqu'à 1908, et ayant perdu son emploi, le Reich oblige tous les chômeurs à être incorporés à l'armée allemande du Reich, et donc il va s'enfuir d'Autriche en 1940 pour ne pas être incorporé à l'armée allemande. Il n'est pas juif, hein. Il est quand même très mal vu du régime, avec la femme de son cœur, qui était plus âgée de lui que de 6 ans, je crois, qui était danseuse, et qui s'appelle Adèle Porkert. Adèle Porkert. Vous voyez comme tout ça est magnifique, on dirait un roman. Vous voyez, les moindres détails de la vie de Kurt Gödel sont touchants, sont poignants. Je ne sais pas quel était le rôle dans la vie de Badiou de Cécile Winter, mais la folle dingue dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais vous voyez, on voit comment les destinées se trament. Et comment la destinée d'un génie n'est pas la destinée d'un homme, même s'il ne fait rien que de regarder le plafond. De vivre avec sa mère juive castratrice, comme dit Woody Allen, et de regarder le plafond pendant des heures. Et le type, il résout des problématiques génialissimement, qui foudra tous les mathématiciens à son temps. Donc là, je parle de Grigori Perelman. Vous tapez tout ça sur Google, vous allez voir, c'est très touchant. Et ce sont toujours des gens qui sont, comme dit Karen Maribert, dans le laisser-aller. Alors, il émigre aux États-Unis, donc il se barre d'Autriche, Kurt Gödel. Il émigre, vous trouvez tout ça sur sa fiche Wikipédia, hein, j'ai appris tout ça très récemment. Il émigre aux États-Unis, vous allez voir, il y a une anecdote extraordinaire sur Gödel, et là on voit à quel point c'est pas pour rien que c'est cet homme qui a raturé le mot de vérité en mathématiques. Il fuit en 1940 avec la femme de son cœur, la danseuse Adèle Porkert, et il émigre aux États-Unis, il prend le chemin le plus long pour émigrer, il passe par l'Australie, par je ne sais plus, par le Japon, par San Francisco, pour arriver finalement à Princeton. Donc c'est extraordinaire parce que le mec, pour s'enfuir des nazis, il va prendre le chemin le plus long, il va vadrouiller, il va zigzaguer, talmudiquement zigzaguer à même la géographie du délaissement, pour arriver enfin aux États-Unis. Il est accueilli immédiatement à Princeton, c'est Kurt Gödel, célébrissime dans le monde entier, un des plus grands génies de l'époque en mathématiques. Il est accueilli à bras ouverts à Princeton, il devient immédiatement professeur, ami avec Oskar Morgenstern et Albert Einstein, sont deux grands amis, juifs évidemment, et il va se faire naturaliser en 1947. Et il demande pour obtenir la nationalité américaine. Donc on est après-guerre, on est en 1947, Kurt Gödel demande à ses deux amis, Oskar Morgenstern et Albert Einstein, d'être ses témoins, parce qu'il fallait des témoins. Et je vous lis le récit maintenant
de cette naturalisation rocambolesque, c'est dans l'article de Wikipédia qui est consacré à Gödel, Kurt Gödel. Pourquoi je vous la lis? Parce qu'elle dit tout sur la nature intuitive. On a vu que l'intuition, il en parlait, Gödel. C'est important. La nature intuitive de la vérité d'un génie pareil. Il a une conception intuitive et non pas mathématique de la vérité qui est si dissemblable de la dogmatique d'un Badiou qui ne lâche jamais rien. Un Badiou, il tient son os et il ne le lâche pas. Et voilà ce que c'est qu'un Gödel en comparaison. Pour une personne possédant ces références, et c'est donc ce que dit Wikipédia sur Kurt Gödel, il s'agit d'une formalité. Mais Gödel se prépare avec une extrême minutie. Surtout, il a des témoins quand même majeurs. Il a Einstein et Morgenstern. Et Einstein était un ami du juge qui allait faire passer l'examen de naturalisation à Gödel. Mais il s'agit d'une formalité, mais Gödel se prépare avec une extrême minutie. Et alors qu'il étudie la Constitution américaine, écoutez bien, il pense y découvrir une faille logique qui permettrait de transformer en toute légalité le régime politique du pays en régime dictatorial. C'est extraordinaire. On est en 1947, on lui demande rien, il va se faire naturaliser, il va juste se jurer sur l'honneur qu'il est pro-américain. Et il étudie la Constitution, il voit qu'il y a une faille dans la Constitution et qu'un Trump ou un pire que Trump est déjà possible dans cette soi-disant Constitution qui est la Constitution démocratique la plus inexpugnable. C'est extraordinaire, le mec, on voit déjà le génie. Alors, il fait part de sa découverte à ses deux amis, donc à Einstein, Albert Einstein et à Morgenstern. Oh là, pendant surtout ne parle pas de ça, ils sont très inquiets. Et ils disent surtout n'aborde pas le sujet avec le juge qui est chargé de l'entretien préalable à ta naturalisation. Et ils sont tous les deux convaincus qu'ils ont réussi à dissuader Gödel, mais en quelques phrases, le sujet va revenir, il ne peut pas s'empêcher. Parce que le juge qui lui fait passer son examen, il s'enquiert d'abord du régime politique en vigueur en Autriche. Et Gödel répond que celui-ci, le régime en Autriche, on est donc en 1947, autrefois une démocratie, s'est transformé en dictature. Le juge rétorque qu'une telle chose ne pourrait arriver en Amérique. Mais Gödel soutient le contraire. Et il dit qu'il peut le prouver au juge, qu'il peut prouver que l'Amérique pourrait devenir, du jour au lendemain, à cause d'une faille logique dans la Constitution, une véritable dictature. Et le juge qui connaît Einstein décide de terminer l'entretien sans son explication qui ne sera jamais révélée. Donc on ne connaîtra jamais le raisonnement de Gödel, c'est un type extraordinaire. Et au moment où il va avoir son naturalisation, il pointe à ses copains et on dit surtout ne me parle pas de ça. C'est magnifique. Vous voyez pourquoi, pour ma part, je termine cette parenthèse, j'ai aucun besoin de comprendre le sens précis de ce qu'écrit Gödel pour savoir que ce génie fragile, comme le sont, parce qu'il va terminer dans la psychose et dans la paranoïa, le Gödel, très intéressé par les idées de Dieu, les anges, etc. C'est passionnant. Mais il y a en lui, dans sa génialité, comme dans toute génialité d'une certaine manière, quelque chose de fragile. Exactement comme il y a une forme de fragilité au fondement même des mathématiques. C'est une phrase de Heidegger que je vous ai citée la dernière fois. Quelque chose d'insupportable pour un Badiou. Et par exemple, dans une étude parue en 1949 sur la relativité de son ami Einstein, Gödel, qui a intitulé cette étude « Une remarque au sujet de la relation entre la théorie de la relativité et la philosophie idéaliste », évoquait le temps, le concept de temps, comme cet être mystérieux et apparemment autocontradictoire qui, par ailleurs, paraît constituer le fondement de notre existence et de celle du monde. Vous voyez comme on est loin des assertions péremptoires, dogmatiques, axiomatiques et entourloupeuses d'un Badiou. Eh bien, ce génie fragile et sa conception raturée de la vérité et sa conception du temps comme étant un être mystérieux et autocontradictoire, elles anéantissent toutes les rodomontades d'un ego stalinien qui, de son propre aveu, jargonne le mot vérité pour se servir au passage. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer le contre-exemple de ce que c'était qu'un vrai grand génie en mathématiques et à quel point ça pulvérisait un Badiou.